Azul Felaouen, bonsoir. Le secrétaire à la Défense américain Mark Esper a entamé une tournée maghrébine et a été ce jeudi dernier l'hôte d'Alger, une première visite de ce rang depuis celle de Donald Rumsfeld en 2006. Selon les officiels US, cette tournée maghrébine comprenant les trois capitales, Tunis, Alger et Rabat, a pour objectif officiel de renforcer les liens avec ces trois pays nord-africains, évoquer les menaces terroristes, mais aussi l'instabilité régionale exacerbée par les activités pernicieuses de la Chine et la Russie sur le continent africain. Pour rappel, la rencontre jeudi de Mark Esper avec M. Tebboune ainsi qu'avec le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chinghriha, a été précédée par la visite à Alger du patron du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général d'armée Stephen Townsend. Quels sont les dessous de cette visite? Un mois avant le référendum sur le projet de révision de la Constitution, sachant que dans le préambule de la mouture, on notera la constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à la restauration de la paix à l'extérieur de ses frontières. L'ajout du terme extérieur à la nature des dangers contre lesquels reste mobilisée l'AMP, une nouvelle disposition énonce clairement que le chef de l'État peut, après vote du Parlement, décider de l'envoi d'unités de l'armée à l'extérieur. Est-ce la fin du sacro-saint principe de non-ingérence militaire de l'Algérie? Le 1er novembre 2020, date choisie par le pouvoir en place pour le référendum sur une nouvelle constitution qui ouvrira un nouvel horizon à une nouvelle Algérie, soit, comme à l'accoutumée, elle vient toujours après une élection présidentielle. Tous les présidents ont eu leur constitution comme si la faute de nos débâcles revient à celle-ci. Le problème est tout autre, une étape formelle vers un durcissement du régime masqué par des changements du texte en trompe l'œil. Non seulement le chef de l'État détient toujours des prérogatives exorbitantes, quand un peuple constate à plusieurs reprises que la Constitution est tout le temps bafouée, en quoi va-t-elle servir? Quand un peuple ne voit pas ses droits, ses libertés, ses aspirations, ses motivations, ses rêves, son destin à long terme, la gestion de ses affaires inscrites dans une constitution, à quoi cela servirait de parler de constitution? Au-delà des apparences, ce n'est pas la constitution qui définit le pouvoir algérien. L'Algérie est dominée par un pouvoir militaire qui poursuit sa contre-révolution à l'encontre du Hirak et qui a imposé aux Algériens une parodie d'élection à la fin de l'année 2019. Que ce soit en Algérie ou à l'étranger, la contre-révolution du régime algérien tire à bout portant sur toute l'idée d'union pour anéantir l'élan populaire et démoraliser les militants du mouvement citoyen des droits et des libertés. Le régime ne prend pas la mesure de la situation catastrophique de l'économie du pays, de la crise financière qui se profile devant nous, de la crise morale et surtout de la crise politique que vit notre pays. La situation interne que vit l'Algérie n'autorise pas à l'optimisme. L'instabilité politique menace l'État et la cohésion nationale. Le retour des Hirak est-il imminent? Après plusieurs villes qui se sont mobilisées hier vendredi contre le régime et sa politique du fait accompli, le peuple algérien reste massivement mobilisé dans les 4 coins du pays et dont l'immigration s'est élevée contre le système autoritaire depuis plus d'1 an et demi. Le peuple est engagé dans un processus révolutionnaire pacifique et populaire sans précédent dans le monde, caractérisé par l'esprit de la Silmiya et une détermination sans faille pour recouvrer sa souveraineté. He's gonna be free, viva l'Algérie. He's got to be free, viva l'Algérie. طير الحرية
يشرب بالمر ما كفاه الصبر ضياع صغر يوفى العمر قرب القبر وما تحاش صنديد في حلم وتولد دل شد في الحبل سيلو نكحل شميسة ما طل حبه يبكم باش ما يقولهاش القضية عادي ماضي راضي الميزان ويو زوالي قصيرة مباصي الفينقا ويو مهرازي يعيط خوتك وقفوا الباقي قيو لو كومبا كونتينيو الشياتا يفتيو اللي ركبوا داروا كيلكو بوست ومن بعد خلاص راجع مزيان من بكري فري وبقطيع الراس السبع بالقيمة عالي ميت ولا عاش محب الشر يحكي دوماش ما فهمتوهاش طير اليوم فق من النوم مفزوع يلوم توحش الميمة توحش الولاد الغراب عليه حوم الغيامك حالت لأمي ما قالت حتى صحابها ما تدوم اصبر يا وليدي ربي من بكري دار موسى الكل فرعون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون الحقرة قايمة العدالة هايمة غلطها التليفون He's gonna be free Viva l'Algérie He's got to be free Viva l'Algérie He's gonna be free Viva l'Algérie He's got to be free Viva l'Algérie He's gonna be free Viva l'Algérie He's got to be free Viva l'Algérie Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi. Donc, on essaiera de revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité en Algérie donc cette semaine. Et parmi donc, ces sujets, on parlera de la visite du secrétaire à la défense, le secrétaire américain à la défense, donc Mark Esper. Qu'est-ce qu'elle cache cette visite, les dessous donc de cette visite, pourquoi un mois avant le référendum sur la Constitution qui a été donc choisi par le régime le 1er novembre prochain. On parlera aussi des mouvements des avocats. Vous le savez très bien, donc ce mouvement qui était bien sûr suivi en Algérie cette semaine par les avocats pour montrer leur colère du fonctionnement du système judiciaire en Algérie. Aussi, on parlera des manœuvres du régime face donc à la révolution, ce qu'on appelle donc la contre-révolution. Et le retour du Hirak est-il imminent? On essaiera de se poser donc cette question, on essaiera de débattre de ces sujets avec les invités qu'on aura aujourd'hui avec nous. Et j'ai le plaisir d'avoir Abbas Hamadan, ancien conseiller d'Aït Ahmed, qui sera avec nous depuis Skype, via Skype depuis Paris. Et on aura aussi Ramadan Youssef Ta'zib, par téléphone depuis Alger, cadre du PT. Aussi, on aura Rachid Moukrani, militant politique, via Skype depuis Paris aussi. Karim Kebir, journaliste, qui sera avec nous par téléphone depuis Alger. Belkacem Naït Salah, avocat, militant des droits de l'homme, qui sera avec nous par téléphone depuis Oran. On va essayer de commencer cette émission avec Ramadan Youssef Ta'zib, cadre du PT depuis Alger. C'est Youssef, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi, bonsoir, c'est Nassar, bonsoir aux téléspectateurs d'Ouest TV. Merci Youssef Ta'zib. Youssef Ta'zib, si on revient un peu sur donc, cette visite de Mark Esper, qui est donc secrétaire à la défense, secrétaire américain, un mois juste avant donc, ce référendum de la nouvelle constitution. Quelle est votre lecture à cette visite, Youssef Ta'zib? Ramadan Youssef Ta'zib? Je pense qu'on a perdu Youssef Ta'zib malheureusement. On va essayer d'avoir Abbas Hamadan qui est avec nous. Abbas Hamadan, ancien conseiller d'Aït Ahmed. Abbas Hamadan, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi.
Salam alaikum, Zulfi Laoun. Bonsoir à tous les invités, à tous vos invités. Bonsoir à l'équipe Oras TV et puis à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors, concernant la visite de Marc Esper en Algérie, moi je pense qu'il y a deux niveaux de lecture à faire. Parce qu'il s'agit, on ne peut pas parler de cela sans circonscrire cette visite-là dans le contexte géopolitique. Marc Esper, il y a deux niveaux. Donc, du point de vue américain, il s'agit d'une visite ordinaire. Il faut rappeler qu'il a visité auparavant le Maroc et puis il est parti en Tunisie. Les États-Unis s'inquiètent énormément ces dernières années de la montée en puissance d'un certain nombre de pays à la tête desquels on peut trouver la Chine et la Russie et l'Inde. Ils s'inquiètent parce qu'ils commencent à remettre en cause leur suprématie au niveau mondial. Beaucoup d'études ont été faites par des experts proches de la CIA parlent qu'à l'horizon de 2030, la Chine pourra prendre la suprématie sur le plan de l'armement. Ils seront capables de fabriquer des armes supersoniques et d'avoir une capacité technologique supérieure à celle des États-Unis. Donc 2030, c'est demain. Ils s'inquiètent. Et de l'autre côté, vous avez une coalition, pas contre nature, mais on va dire un mariage de raisons, qui regroupe le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. En fait, ça donne le BRIC. Ils appellent ça le BRIC. Brésil, Russie, Inde et Chine. Donc, ils commencent à s'organiser. Et d'ailleurs, pour illustrer un peu cette inquiétude, je retiens de la visite de M. Marc Esper une phrase dans laquelle il disait, j'ouvre les guillemets, l'instabilité régionale exacerbée par les activités pernicieuses de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Voilà, donc ils sont là pour essayer d'être présents, pour contrecarrer cette hégémonie qu'exercent ces pays, la Chine et la Russie, et dans un deuxième niveau, l'Inde. Donc ça, c'est du point de vue des Américains, ils sont dans la défense de leurs intérêts. Du point de vue du pouvoir algérien, c'est une autre équation. Ce qui se joue là, c'est on se retrouve en face d'un pouvoir despotique qui est rejeté par la population, par la majorité écrasante du peuple, qui n'a aucune légitimité. Du coup, qu'est-ce qui lui reste? Il se jette dans les bras des grandes puissances en bradant les richesses du pays pour mendier un soutien de l'étranger. Voilà. Et la meilleure illustration, la meilleure preuve, c'est la loi sur les hydrocarbures qui a été votée par l'Assemblée des Bnéouïouis, c'était à la fin de l'année dernière. Cette loi-là, elle a été dictée par les lobbies industriels de l'industrie pétrolière. Donc l'enjeu pour les puissances publiques, c'est comment s'accaparer, comment prendre la plus grande part du gâteau algérien, des richesses de l'Algérien et du secteur extractif, parce qu'il y a le pétrole et tout le reste, l'or et tout le reste. Voilà, donc il y a deux niveaux de lecture. Moi, j'accorde pas beaucoup plus d'importance que cela. Ils sont dans une démarche, la seule préoccupation du pouvoir algérien dans sa politique étrangère, c'est comment gagner le soutien des puissances pour maintenir sa domination sur le pays, le peuple et ses richesses. Et pour le point qui est donc venu dans la Constitution, Abbas Hamadan, et vous êtes juriste, je le rappelle, par rapport donc à l'engagement de l'armée algérienne concernant donc le maintien, ce qu'ils disent, le maintien de la paix à l'extérieur de nos frontières. Au stade actuel, on ne peut pas faire des projections précises sur ce qui se cache derrière ce changement-là, mais hélas, beaucoup d'hypothèses alarmantes. Est-ce que le pouvoir va aller dans sa politique à plat ventriste face aux puissances, aux grandes puissances? Est-ce qu'il va aller jusqu'à faire de la sous-traitance régionale
envoyer des soldats algériens comme chair de canon pour défendre les intérêts géostratégiques. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Très bien. Restez avec nous, Abbas Hamadan, je reviendrai à vous. On a avec nous Ramadan Youssef Ta'zib, qui est de retour, cadre du PT. Si Youssef, merci d'avoir accepté encore l'invitation une autre fois. Merci à vous. Ça a été coupé, donc je vous ai posé la question par rapport à la visite de Mark Esper, qui est secrétaire à la défense américain. Quel est le but de cette visite, Youssef? Oui, tout à fait. Je pense que d'abord, de manière générale, lorsque la première puissance mondiale, l'administration américaine, s'intéresse à un pays, il faut toujours craindre pour la souveraineté nationale. C'est connu, c'est eux-mêmes qui le disent, les États-Unis n'ont pas d'amis, n'ont pas d'ennemis éternels, mais ils ont toujours des intérêts à défendre. Évidemment, pour tout observateur sérieux de la situation, de la scène politique nationale et internationale, comprend qu'il n'y a pas de hasard en politique. Cette étrange coïncidence des visites, d'abord le 23 septembre dernier, du chef d'Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, en Algérie, qui a été reçu à la fois par le chef d'état-major et le président Tebboune, mais aussi cette visite, une première depuis 2006, du secrétaire d'État à la Défense américain. Cette coïncidence est lourde de sens à la veille d'un référendum constitutionnel, que beaucoup d'ailleurs se posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette révision constitutionnelle, sinon ce pas qualitatif qui est la constitutionnalisation de la sortie de l'armée nationale populaire hors de nos frontières. Parce que, par ailleurs, sur le reste, nous avons lu cette révision constitutionnelle, il n'y a pas de changement fondamental. Est-ce que vous pensez donc... Est-ce que vous pensez, Youssef Ta'zib, que la visite donc de Mark Esper, elle est dans ce cadre? Donc, oui, je pense que les interrogations sont plus que légitimes, parce que je disais qu'il n'y a pas de hasard en politique, c'est une étrange coïncidence, surtout que depuis 2011, tout le monde sait qu'il y a une nouvelle doctrine américaine s'agissant des interventions militaires à l'extérieur. Comme il y a un rejet populaire au niveau des États-Unis contre les guerres impérialistes qui coûtent beaucoup au trésor public américain, mais aussi qui coûtent beaucoup en termes de pertes de vie humaine dans les rangs de l'armée américaine, eh bien, il y a cette nouvelle doctrine américaine qui s'appelle dirigée par derrière. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver parfois même des puissances capitalistes, comme c'était le cas en 2011 en Libye, ils ont poussé la France et les Britanniques à faire le sale boulot, et puis après c'est les États-Unis qui viennent cueillir un peu les fruits de ces guerres. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de fondamental dans cette situation, c'est que notre ADN, c'est-à-dire notre ADN de défense, de sécurité nationale, tout le monde sait elle tire ses origines de la guerre de libération nationale. C'est-à-dire cette tradition séculaire de non-ingérence, de non-intervention militaire à l'extérieur. C'est une particularité algérienne qui ont toujours mis en colère les grandes puissances. Ce n'est pas un secret que de dire que depuis des années, la France, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique font pression sur l'Algérie pour que l'armée nationale populaire devienne comme beaucoup d'armées dans la région qui sous-traitent les guerres décidées par les grandes puissances. Parce que il faut s'en inquiéter, parce que d'abord il y a un risque de réciprocité, c'est-à-dire que demain, si on accepte d'aller, entre guillemets, rétablir la paix dans un quelconque pays, demain, il faut aussi accepter qu'on vienne rétablir, entre guillemets, la paix dans notre pays. C'est-à-dire que c'est la porte grande ouverte à toutes sortes de pression sur notre pays. Je vais donner juste un exemple, parce que nous avons entendu que ce soit les Français que les Américains qui ont mené des guerres de dislocation, des guerres d'occupation, des guerres de pillage dans plusieurs pays dans la région, que ce soit au Mali, au Niger, en Libye, parce que les États-Unis n'interviennent jamais pour les beaux yeux des peuples ou pour
prétendument ramener la démocratie, c'est toujours pour défendre leurs intérêts. C'est qu'un secrétaire d'État américain qui l'avait dit, je m'explique rapidement, s'agissant de l'intervention en Irak en 2003, ils avaient dit que si l'Irak produisait des carottes, on ne va pas intervenir. Mais comme c'est une question d'énergie, de sécurité énergétique, c'est-à-dire le pétrole, eh ben, ils ont mis à bas ce pays qui était une puissance dans tous les domaines. Donc, on se pose la question, quel intérêt peut avoir un pays comme l'Algérie qui a des relations bilatérales avec beaucoup de pays limitrophes, qui collaborent d'ailleurs même sur les questions sécuritaires, quel intérêt à mettre dans la constitution algérienne la question de la possible sortie de nos soldats à l'extérieur du pays. D'abord, ça va nous coûter les yeux de la tête en termes du budget de l'État. Restez avec nous, Ramdani Yousef Tazit. Je reviendrai à vous. Je donnerai la parole à Karim Kbir qui nous a rejoint, un journaliste qui est journaliste bien sûr depuis Alger. Karim Kbir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est quel? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Karim Kbir, si on revient un peu donc sur cette visite de Marc Esper, beaucoup d'interrogations et surtout le timing. Pourquoi maintenant, juste presque un mois donc de ce référendum choisi par le pouvoir donc pour la révision de la Constitution? Bon, d'abord, il faut noter que la visite, c'est pas des politiques qui sont venus, mais c'est plutôt des militaires. Donc, je pense que c'est beaucoup plus l'aspect un peu stratégique lié à des questions sécuritaires qui sont de la région, notamment la question libyenne, donc la question du Sahel et tout. Mais je note tout de même que, comme vous l'avez noté, c'est-à-dire ça intervient à la veille d'un référendum où quand même il y a un changement notable dans cette constitution, c'est la disposition relative c'est-à-dire qui permet à l'armée algérienne d'agir en dehors de ses frontières sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Je pense que cette disposition de mon point de vue, elle est un peu, toute proportion gardée, elle est similaire exactement à la loi votée sur les hydrocarbures la veille des élections présidentielles. Donc on sent quelque part, c'est quelque chose peut-être qui a été concédé aux puissances pour leur permettre permettre au pouvoir d'avoir le soutien de ces puissances Donc vous pensez, en d'autres termes, Karim Kbir, est-ce que vous pensez qu'on veut satisfaire donc ces grandes puissances d'abord pour faire passer cette révision de la Constitution et aussi pour maintenir le statu quo? Vous savez que même la Constitution en elle-même, il faut noter que celui qui a présidé le comité d'experts, c'est quelqu'un qui était, c'est quelqu'un qui est connu comme au niveau international. Donc c'est même la Constitution en elle-même, elle a été dans certains de ses aspects, de mon point de vue, inspirée par des experts étrangers. Donc c'est pas une constitution qui est l'émanation des aspirations des Algériens, mais c'est plutôt on l'a calqué si vous voulez, et donc de ce côté-là probablement il y avait eu je pense le change pour avoir le soutien, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la même façon par rapport à la loi sur les hydrocarbures qui a été votée dans la précipitation à la veille des élections présidentielles. Donc c'est à peu près la même chose. Donc de mon point de vue, cette disposition, c'est un peu donné, c'est un peu pour avoir ce soutien international. Bon, ça probablement, il y a eu aussi également des pressions parce qu'il faut dire que depuis quand même les dernières années, l'Algérie était pratiquement effacée sur le plan international. Notre diplomatie a été pratiquement absente de tous les sur la scène internationale. Donc face à un pouvoir fragilisé, forcément pour avoir le soutien, donc il était tenu peut-être de faire des concessions, et c'est cette lecture que je fais en tout cas à travers cette disposition. Donc forcément les Américains aujourd'hui, peut-être bon, il faut dire que la coopération avec les Américains, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis quand même une vingtaine d'années, depuis pratiquement les attentats du 11 septembre.
Donc il y a une coopération très poussée dans l'échange du renseignement, c'est-à-dire la coopération dans la lutte antiterroriste, mais avec cette nouvelle disposition, peut-être que l'Algérie sera amenée à jouer un rôle plus important aux yeux des Américains, notamment c'est-à-dire dans la région du Sahel, mais en même temps dans tous les conflits qui peuvent concerner l'Algérie, en tout cas sur ses frontières sud ou dans la question libyenne. Et aussi, il faut dire que les Américains sont aussi intéressés parce qu'ils savent qu'aussi que l'Algérie entretient de bonnes relations avec la Russie et la Chine, donc forcément, les Américains veulent aussi renforcer leur position vis-à-vis de ces puissances. Donc l'Algérie, pour eux, est un partenaire avec lequel ils doivent travailler dans la région. Très bien. Karim Kbir, comment on peut comparer donc la visite de John Kerry en 2014, le ministre des Affaires étrangères, donc le secrétaire d'État des Affaires étrangères américain, comment on peut la comparer à celle de Mark Esper, qui bien sûr secrétaire d'État à la Défense, toujours bien sûr avant une échéance électorale? Écoutez, ça c'est régulier. De toutes les façons, face au chamboulement, quand même, il y a beaucoup il y a un chamboulement géostratégique, surtout avec les conséquences du Covid. Donc, c'est-à-dire les Américains, quand même, ils font ils ont une vision quand même stratégique à long terme. Donc c'est des gens qui élaborent des stratégies à long terme, forcément vis-à-vis des pays en tout cas du monde arabe, ils ont pratiquement la même vision, j'allais dire, sur tous les pays arabes. Ils sont depuis on peut remonter aussi depuis une vingtaine d'années, la doctrine américaine à l'étranger a changé. On ne parle plus des questions de droits de l'homme, on ne fait plus avancer les questions démocratiques, mais ils vous disent que chaque pays peut évoluer selon son rythme, selon ça. C'est même Obama l'avait déclaré à l'université du Caire. C'était le point de départ de cette nouvelle vision des États-Unis vis-à-vis des pays arabes. Donc pour eux, ce qui les intéresse le plus, c'est la stabilité, de l'Algérie. Donc, ils ne veulent pas d'un pays déstabilisé. Donc, forcément, ils sont pas très regardants sur les questions des droits de l'homme et les questions de démocratie. Donc, ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Et de ce point de vue, aujourd'hui, comme Thierry en 2014, qui est venu, peut-être qu'il les a soutenus d'ailleurs, malgré une forme d'opposition contre le quatrième mandat, on est dans le même schéma aujourd'hui. C'est-à-dire ils sont là pour apporter leur caution à peut-être le pouvoir algérien a réussi aussi à les convaincre, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais pas gratuitement. Mais bien sûr, ils sont toujours ce qui compte pour eux le plus, c'est leurs intérêts. Peut-être c'est ça la garantie qu'on leur a donnée comme change. Restez avec nous, Karim Kbir. Restez avec nous. Je vais donner la parole à Rachid Moukarani, militant politique. Rachid Moukarani, bonsoir. Merci d'être avec nous. Marhaba bik. Allah yassalmak. Merci à vous de l'invitation, Nassar. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Rachid Moukarani, qu'est-ce que l'Algérie a gagné donc, avec la venue donc, de Mark Esper, de la visite de Mark Esper en Algérie? D'accord. Premièrement, je préfère quand même préciser que quand on parle de la politique extérieure algérienne, il faut en faire un petit peu un peu de recul. Il faut prendre un peu de recul par rapport à la politique intérieure. Par exemple, là, j'ai entendu que on veut faire une lecture comme quoi cette visite s'inscrit dans le cadre
de l'avant préparation du référendum du 1er novembre, alors que, comme a dit notre ami, ce n'est pas des politiques qui sont venus, ce sont des militaires. Donc c'est une visite qui s'inscrit plutôt dans le cadre sécuritaire et stratégique. Donc nous assistons aujourd'hui à un rééquilibrisme diplomatique dans toute la région du Sahel. Ce qui se passe, je pense, à mon avis, d'ailleurs, quand on regarde les derniers jours, il y avait d'abord la visite du directeur du service fédéral, des services militaires et techniques de la Fédération de Russie, donc Dmitry Chougaïev. 48 heures après, il y avait donc la visite de Mark Esper. Et avant, bien sûr, il y avait aussi la visite du chef de l'Africom, donc de l'Africom, militaire US en Afrique. Donc on assiste tous à tout ce balai de responsables étrangers. Donc pourquoi? Je dirais plutôt que l'Algérie est en train de regagner un petit peu la force par rapport à sa diplomatie qui a été affaiblie pendant les 20 ans, notamment après l'absence du président Bouteflika depuis 2012. Bon, par rapport, historiquement, on sait très bien que depuis 2001, les États-Unis ont très bien compris le discours d'Alger par rapport au terrorisme. Donc, depuis, il y a de plus en plus de coopération, surtout par rapport à la lutte antiterroriste. Par contre, avec la Russie, c'est un allié traditionnel. En parallèle, il y a aussi la Chine qui émerge de plus en plus en Afrique et qui particulièrement une présence économique. Mais comme a évoqué aussi notre ami tout à l'heure, aujourd'hui, les États-Unis a déjà perdu le monopole économique dans le monde parce qu'il y a le bloc du BRICS qui produit déjà plus de 50% des biens dans le monde. Donc, c'est toute la carte géopolitique mondiale qui change. On peut peut-être en parler d'un nouvel ordre mondial. On n'en sait pas, ça va se confirmer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rééquilibrage diplomatique. Oui. Est-ce que vous pensez le rôle de l'Algérie? Vous avez dit que l'Algérie est en train de se positionner en force par rapport donc à son retour de la diplomatie. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique alors que beaucoup d'observateurs pensent que le rôle de l'Algérie a beaucoup reculé? Si on prend bien sûr juste la crise du Mali où l'Algérie a une très grande frontière avec le pays, avec le Mali, et que toute la solution politique qui a été apportée au Mali, l'Algérie n'a joué aucun rôle. Très bien. Donc là, je vais peut-être évoquer quelques éléments d'historique, des histoires très récentes. Là, par rapport à la politique extérieure algérienne, même quand la politique intérieure est du plus profonde de son marasme, les positions par rapport à la politique extérieure, aux affaires étrangères de Alger ont été toujours honorables. Je cite par exemple le refus d'Alger de l'intervention militaire à la base en Irak, en Syrie, le refus d'adhérer dans l'alliance qui a intervenu militairement au Yémen. Aujourd'hui aussi, donc, on défend plutôt ce qu'on appelle the long game. Donc, on préfère jouer un petit peu le moyen et le long terme. Et la solution politique en Libye, on défend toujours le droit des peuples à reconquérir leur liberté, à décider de leur sort, à l'image du peuple sahraoui et du peuple palestinien. Donc, les positions par rapport à la politique extérieure d'Alger ont toujours resté honorables. Par contre, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Alger refuse d'adhérer dans les polarités des alliances qui se nouent et se dénouent dans la région. Et on sait très bien que, et ça, ce sont des agences spécialisées, même américaines ou anglo-saxonnes ou autres, qui témoignent que l'armée algérienne aujourd'hui est l'une des plus puissantes armées en Afrique. Ceci dit que c'est un membre pivot incontournable dans le traitement de toutes les questions sécuritaires et stratégiques dans l'Afrique du Nord. Très bien. Restez avec nous, Rachid Mqarani. Je vais revenir à Abbas Hamadan. Abbas Hamadan, est-ce que vous pensez que l'Algérie joue son rôle stratégique qu'il est en train de dire, Rachid Mqarani, sachant qu'on ne peut pas avoir une
politique étrangère très influente si on n'a pas une politique intérieure, bien sûr, qui est bien sûr bien définie dans le sens où le peuple adhère à son pouvoir, alors qu'on est en train de voir une crise politique qui est en train de s'accentuer en Algérie, une crise politique bien sûr de l'intérieur, où le peuple algérien s'est soulevé le 22 février 2019 pour un changement radical du régime. Vous avez un discours au niveau de ce qu'on pourrait appeler la politique étrangère du pouvoir mené par du pouvoir algérien. Il y a un discours qui est destiné à la consommation intérieure, pour dire voilà, nous sommes fidèles à ceci, à cela, mais tout le monde le sait, on le voit. Sur toutes les questions, les crises, que ce soit dans la région ou ailleurs, la voix de l'Algérie, elle est inaudible, elle est inexistante. Après, on peut, hausser des épaules, dire que nous défendons le droit des peuples, etc. Mais d'abord, il s'agit d'abord de défendre le droit du peuple algérien à la parole, à la souveraineté, son droit à la liberté, son droit à la justice. Comment un pouvoir qui mène une guerre tous azimuts contre son peuple, qui envoie des gens en prison tous les jours, qui bâillonne la presse, qui partout-mène une politique d'inégalité sociale, qui à la moindre crise, catastrophe naturelle, dépluie, comme ça, c'est la panique totale. Comment peut-il prétendre défendre le droit des peuples ailleurs? Mais c'est un discours qui a justement une destination consommation. C'est pour la consommation interne. Ça ne pèse rien du tout. Toutes les politiques étrangères, elles doivent être dictées par des déterminants liés à l'intérêt national. Chez nous, c'est lié d'abord et en priorité aux intérêts de la caste qui est au pouvoir. Comment expliquer qu'un pays comme l'Algérie, avec toutes ses richesses, avec toute son histoire, avec toute sa culture, aujourd'hui se soumet parfois sur certaines questions, non seulement aux puissances étrangères, mais à des micro-pays comme les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est des micro-pays qui ils ont une emprise sur des secteurs de l'économie. Ils ont une influence sur la politique intérieure de l'Algérie. Cette situation qui me désole personnellement, qui me fait mal au cœur, me fait rappeler le cadavre encerclé de Kateb Yassine. Voilà à quoi il est réduit aujourd'hui le pouvoir algérien. Il est réduit à ça, ni plus ni moins. Tout le reste, c'est du blabla. Est-ce que vous pensez donc, Abbas Hamad, que le pouvoir algérien est en train de chercher donc cette légitimité qu'il n'a pas à l'intérieur? Il est en train de la chercher à l'extérieur. Mais bien évidemment. En fait, il y a un rejet, mais explicite. Avant, c'était un rejet qui était implicite par la majorité écrasante du peuple algérien de ce pouvoir. Imaginez un pouvoir, encore une fois, qui a bradé les richesses du pays, qui a détourné des dizaines de milliards de dollars, de quoi reconstruire le pays, de quoi faire du pays une vraie puissance économique, une puissance politique et diplomatique. Un pays qui mène une répression, mais tous azimuts aveugle contre son peuple. Voilà. L'Algérie, si on va mesurer les puissances, si on va la mesurer à la fraude, effectivement, en matière de fraude, l'Algérie est une puissance non seulement régionale, mais peut-être même une puissance internationale. En matière de corruption, en matière de détournement de l'argent, l'Algérie, oui, c'est une puissance qui pèse sur le plan régional et international. Mais le problème n'est pas au niveau de la stratégie, de la géostratégie, c'est pas la corruption,
c'est pas la fraude, c'est pas la répression contre son peuple qui fait de vous une puissance régionale écoutée sur le plan international. Très bien. Restez avec nous, Abbas Hamadan. Je vais essayer de passer à Ramadan Youssef Ta'zib s'il est avec nous. Youssef Ta'zib, est-ce que vous m'entendez? Il n'est pas avec nous, on me dit. Karim Kbir, si on revient un peu, bien sûr, sur cette influence que l'Algérie avait dans le passé, est-ce que vous pensez que cette influence est toujours là, alors qu'on sait très bien que le système fait face à une crise politique imprécédente? Comment vous voyez les choses, Karim Kbir? Est-ce que vous pensez que le régime est en train de chercher donc une légitimité qu'il n'a pas à l'intérieur? Il est en train de la chercher à l'extérieur? Écoutez, pour la gestion intérieure, je vous dis, les rapports de force ont changé. Nous ne sommes plus dans les années 90, même au niveau européen, en tout cas, on le constate chaque jour. Ce n'est plus comme avant où les sociétés civiles, par exemple, se mobilisent quand il y a des violations des droits de l'homme dans un certain territoire à travers le monde. Donc, même dans les pays occidentaux, il y a une forme de crise de démocratie. Bon, on ne va pas se comparer à eux. Mais en tout cas, il y a une forme de pragmatisme qui est privilégiée, c'est-à-dire les intérêts. Et exclusivement les intérêts stratégiques et économiques. Donc aujourd'hui, je pense que le pouvoir algérien l'a compris depuis un moment. Vous avez vu comment à chaque fois, par exemple, comment il réagit quand un organisme international essaie de s'exprimer sur un problème intérieur. Donc forcément, ils ont cherché ce soutien, mais ce soutien n'est pas gratuit. Ça certainement, c'est à travers des concessions. Donc, et quelles sont la nature de ces concessions? Moi, je vous dis comme ça, mais encore faut-il avoir beaucoup d'informations pour mieux analyser la situation. Mais comme ils ont fait avec la loi sur les hydrocarbures, donc forcément, dans la nouvelle constitution, de mon point de vue, c'est-à-dire le changement de la doctrine sur de l'armée, c'est une évolution, mais après ça obéit forcément à d'autres considérations. Ça a d'autres considérations. Et donc les régimes, en tout cas les puissances étrangères, quand ils travaillent avec le régime, le plus important pour ces puissances, en tout cas, c'est qu'ici, il y ait de la stabilité. Donc, peut-être qu'ils leur ont donné des garanties, comme quoi il y aura de la stabilité. Il y aura de la stabilité. Comment ils vont avoir cette stabilité? Eux, je pense que peu importe la manière comment le pouvoir algérien va gérer sa situation interne. Donc, c'est ce qui les intéresse le plus. Mais si on enchaîne, Karim Kbir, sur cette stabilité que vous êtes en train de mentionner. La stabilité, comment on peut avoir une stabilité alors que presque tout un peuple qui est sorti depuis 2019, plus d'une année et demie, qui est en train de dire qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie comme on l'a géré depuis 62. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour les grandes puissances, ce mouvement, cette révolution qui demande donc un vrai changement et aussi d'asseoir un État de droit, un état de liberté, c'est pas bénéfique pour les grandes puissances. Oui, mais bien sûr, leurs conditions, en tout cas, les conditions, c'est primordial, la stabilité. Mais je vous dis, encore faut-il savoir quelles sont les garanties que le pouvoir algérien a données pour leur assurer que le pays ne sera pas déstabilisé. Mais en même temps, il faut dire que les Occidentaux, comme l'Algérie, quand on dit, c'est un pays pivot. Donc ça ne les intéresse pas, que ce soit pour l'Union européenne ou pour les États-Unis, ça ne les intéresse pas à ce que l'Algérie soit déstabilisée.
Donc, d'abord pour X raisons, nous avons eu déjà la chance de l'évoquer, c'est-à-dire pour le problème migratoire. L'Algérie, comme ça, c'est un pays tampon qui empêche les vagues de migrants d'aller en Europe. Vous savez, la sécurité énergétique, on alimente quand même l'Europe avec, je ne sais pas, quelque chose comme 14% en énergie. Vous avez la question terroriste, donc il y a toujours la stabilité, les risques tout de même que ça se propage dans le Sahel, donc l'Algérie reste quand même une puissance. Mais en contrepartie, peut-être les Algériens leur disent, donc déjà de ce point de vue, les Occidentaux ils veulent pas que l'Algérie soit déstabilisée, mais ici peut-être ils donnent des garanties, ils disent que ça sera pas déstabilisé. Mais après, est-ce que les Occidentaux aussi leur donnent quelques conseils pour faire quelques ouvertures? Nous ne le savons pas, mais en tout cas, moi je constate tout de même que très peu de pays occidentaux n'évoquent, par exemple, ne condamnent les arrestations, ne condamnent le fait que la presse soit quand même muselée, que les partis politiques, l'activité des partis politiques soit entravée. Ça, c'est tout de même bizarre, parce qu'il y a quelques années, comme il y a une vingtaine d'années, des partis politiques qui sont empêchés d'activer comme ça dans un régime prétendument démocratique, on aurait entendu du moins les réactions des partis politiques étrangers, mais là personne n'en parle. Donc ce qui compte le plus pour eux, c'est leurs intérêts. Ils privilégient toujours leurs intérêts. Très bien. Restez avec nous, Karim Kebir. Youssef Ta'zibt est de retour. Youssef Ta'zibt, comment vous voyez donc l'évolution de la situation, sachant que, bien sûr, le régime est en train de chercher cette légitimité à l'étranger, mais à l'intérieur, le peuple algérien est en train de demander un vrai changement. Et on a vu, bien sûr, hier, vendredi 85, il y a eu des mobilisations un peu partout dans le pays. Certes, ça reste peut-être limité. Ce n'est pas les mobilisations qu'on a vues avant la pandémie, mais la volonté de revenir à ces manifestations grandioses est toujours là. Et bien sûr, on a vu aussi donc, la mobilisation qu'il y a eu à Kharrata. Youssef Ta'zibt. Tout à fait. Je pense qu'il est clair que les grandes puissances ont toujours aimé travailler avec des régimes illégitimes, des régimes antidémocratiques qui n'ont pas réellement une souveraineté, qui ne s'appuient pas réellement sur une souveraineté populaire pour qu'ils puissent exercer sur eux des pressions, voire des chantages. On l'a vu un peu partout dans le monde. Je pense que les questions sécuritaires, ce sont des questions politiques. La sécurité nationale, c'est pas seulement l'armée nationale populaire, c'est aussi la diplomatie, c'est les relations bilatérales, c'est un front intérieur solide qui s'appuie sur le respect de la démocratie, de la souveraineté populaire. Donc, si on finit avec les arrestations, avec les emprisonnements arbitraires, avec le respect de toutes les libertés démocratiques, généralement, la politique extérieure reflète la politique intérieure. On ne peut pas avoir une politique intérieure médiocre, antidémocratique, antinationale, anti-économique et prétendre avoir une souveraineté de décision à l'extérieur. Monsieur Kebir a parlé de l'Union européenne. Nous avons un accord d'association avec l'Union européenne qui est en vigueur depuis 15 ans, qui est véritablement un moyen de destruction de la production nationale avec l'explosion de la facture de l'importation. Nous avons absolument tiré comme intérêt de cet accord et le pouvoir algérien aujourd'hui est incapable de dire stop, on dénonce cet accord et on fait autre chose. La même chose par rapport à la question de l'intervention militaire à l'extérieur. Pourquoi les grandes puissances, la question qu'il faut se poser, pourquoi les grandes puissances s'intéressent au Sahel, s'intéressent aux pays de l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient? C'est parce que ce sont des pays qui sont riches. Le Sahel, c'est l'or,
c'est l'uranium, c'est le pétrole. Ils ne viennent pas chez nous pour les beaux yeux des peuples de la région. C'est-à-dire que la question il est légitime de se poser la question. Je regrette, je suis totalement en désaccord avec ceux qui pensent que cette visite, c'est une visite de responsable sécuritaire qui n'a rien à voir avec le référendum. Non, je pense que c'est légitime de se poser la question. Comme l'a dit Kibé tout à l'heure, avant les élections du 12 décembre, il y a eu l'ignoble loi sur les hydrocarbures qui a été adoptée en octobre 2012, qui est une copie de la loi Chakib Khalil de 2005 que le Parti travailleur a contribué à faire tomber. Et aujourd'hui, à quelques semaines du référendum, dans lequel il y a apparemment le seul changement fondamental dans la Constitution, c'est ce verrou qui saute, celui qui empêchait avant l'Algérie d'aller participer à des guerres hors de nos frontières. C'est parce qu'il n'y avait pas, le fait qu'il n'y avait pas la constitutionnalisation de la sortie de l'armée hors de nos frontières, ça a permis au pouvoir d'avant 2012 de résister, à participer à la coalition arabe contre le Yémen, qui est en coalition, c'est vrai, dirigée par les États-Unis, mais c'est par l'Arabie Saoudite, mais c'est les États-Unis eux-mêmes qui décident. Et je pense que l'Algérie, si jamais il n'y a pas un retour en arrière, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas un abandon de ce pas extrêmement dangereux qui est fait dans la Constitution, on va mettre un doigt dans l'engrenage qui va plonger notre pays dans un cycle infernal de sortie de notre armée, mais aussi avoir un retour de flamme et de terrorisme international qui peut revenir en force dans notre pays. La solution, c'est en finir avec cette situation d'atteinte aux libertés, d'atteinte au droit de manifester, au droit d'expression, à la liberté de presse, d'attaque contre le multipartisme, pour qu'un pays puisse résister à toutes les pressions qui viennent de l'extérieur. Il faut qu'on ait un peuple libre, une nation libre, où les droits sont respectés. Faut-il rappeler que toutes les interventions qui ont eu lieu au nom de l'ONU ou en dehors de l'ONU, au nom de l'Union africaine ou de la Ligue arabe, ce sont des tueries collectives, c'est des massacres, c'est des viols, c'est des pillages, c'est des tortures. Quel est l'intérêt qu'a l'Algérie d'aller dans cette direction, alors que jusqu'à présent, qu'on le veut ou non, la doctrine de non-ingérence et de la non-participation de l'armée algérienne à des conflits hors de nos frontières, elle a préservé la sécurité nationale parce que personne ne peut utiliser ça pour porter atteinte à notre sécurité. Parce que, il faut le dire ouvertement, si l'Algérie, je m'excuse une phrase, si l'Algérie accepte de faire de notre armée nationale populaire une armée qui va faire des guerres par procuration en Afrique, au Moyen-Orient, demain, ils pourront même demander d'aller en Palestine pour réprimer les Palestiniens. Parce que dans le maintien de la paix, c'est aussi mater des rébellions, mater des manifestations qui sont dans les pays. Et si on fait un pas dans cette direction, il ne faut pas s'étonner demain s'il y a, par exemple, je vais le dire, n'importe qui peut justifier une intervention en Algérie pour empêcher à ce que la révolution du 22 février aboutisse, par exemple, parce qu'il y a des grands intérêts. Karim Kibir a raison de dire que notre pays, c'est un pays important dans la région, c'est une porte vers l'Afrique, c'est une porte, il y a un jeu de pierre de l'Europe, nous avons des richesses, nous avons une histoire, et tout est fait aujourd'hui pour mettre fin à la particularité de l'Algérie, qui a joué un rôle majeur dans la libération de beaucoup de peuples dans la région, qui a aidé au développement de relations bilatérales, etc. Et qu'aujourd'hui, on est en train de faire tout pour effacer cette histoire, pour transformer notre pays comme un pays banal qui n'a pas une identité politique. Youssef Ta'zib, je vais essayer de revenir, de continuer avec vous, mais très rapidement, parce qu'il me reste un peu de temps. On va essayer d'essayer de le partager avec les invités qui sont avec nous, surtout sur la question du retour de la reprise du Hirak, des marches. Est-ce que la reprise du Hirak est imminente? On va essayer de se poser des questions. Mais j'aimerais revenir sur bien sûr une question qui est bien sûr liée à votre parti et les déclarations de Mme Hennoun, qui parlait bien sûr qui a accusé que
quand El Gaïd Salah avait interdit donc l'emblème amazigh, que c'était les Émirats qui ont suggéré ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, Ustaz? Non, d'abord, il faut rappeler que des millions d'Algériens dénonçaient les ingérences des Émirats arabes unis durant les manifestations qui ont démarré le 22 février 2019. Tout le monde sait que les Émirats arabes unis, qui sous-traitent la politique américaine dans la région, on le voit avec l'établissement des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, il y avait des visites dans les deux sens en plein même de la révolution du 22 février. Et il y a beaucoup de gros intérêts émiratis dans notre pays. Il faut rappeler que le port d'Alger est géré avec Dubai Port. Et ils ont acheté un joyau de l'industrie algérienne qui est le deuxième pourvoyeur d'impôts après la Sonatara, qui est la Société nationale de tabac et aliments, la Sentia, et que effectivement, pour briser l'unité du peuple algérien, il y a eu cette tentative grossière d'interdire l'emblème amazigh et par là même l'emblème palestinien, parce qu'il faut le dire, durant la révolution du 22 février, durant les manifestations massives, il y avait trois drapeaux qui étaient brandis partout dans le pays, celui de la nation algérienne qui symbolise la souveraineté, la nation, le drapeau algérien, l'emblème amazigh qui nous renvoyait à notre identité, mais aussi le drapeau palestinien. Donc, bien sûr, tout le monde a compris que il y avait beaucoup d'intérêts qui pouvaient être remis en cause par la victoire de la révolution du 22 février et que pour maintenir leurs intérêts dans notre pays, il y avait des ingérences de toutes parts, dont particulièrement celle des Émirats arabes unis, parce que tout le monde se souvient des déplacements incessants qui étaient faits à Dubaï pendant cette période. Très bien. Je vais revenir à vous très rapidement, Karim Kbir, sur cette question. Après, je vais donner la parole à Rachid Mqarani. Karim Kbir. Oui. Sur les déclarations de Mme Hennoun, donc la responsable du Parti des travailleurs, qui a bien sûr peut-être pas choqué, mais c'est des déclarations quand même qui étaient graves concernant donc l'ingérence des Émirats dans cette révolution algérienne. Oui, mais de toute façon, Mme Hennoun est une femme politique qui a un grand parcours. Si elle a dit ça, c'est qu'elle a suffisamment d'informations pour avancer ça. Mais cela dit, Mme Hennoun n'est pas la première à l'avoir dit, parce que rappelez-vous qu'il y avait même des officiers qui, en tout cas, Ben Hadid par exemple, où il y a, je ne me rappelle pas notre officier en tout cas qui a parlé publiquement, qui avait dit, par exemple, qu'il s'était interrogé sur les visites de l'ancien chef d'état-major aux Émirats arabes unis. Il y a beaucoup, c'est une monarchie qui a énormément d'intérêt en Algérie. Il y a beaucoup. Donc forcément, ce mouvement, le mouvement du 22 février, il le percevait comme étant une grande menace pour leurs intérêts. Et c'est la même chose pour, pas seulement les Émirats. Hein. Il y a d'autres pays aussi. Hein. Il y a d'autres pays arabes qui n'étaient pas, que ça dérangeait que la révolution de février dérangeait. Donc forcément, je pense que c'est là dit ça. Il y a beaucoup de vrai parce que ça, c'était peut-être un yeux, c'était une manière un peu de faire avorter cette révolution et qu'elle n'aille pas jusqu'au bout, c'est-à-dire d'arracher cette liberté et le recouvrement de la souveraineté du peuple algérien. Et ça, cette réussite aurait eu probablement beaucoup, elle serait partie dans les pays arabes, ce qui n'est pas quand même apprécié par ces monarchies.
Très bien, restez avec nous, Karim. Rachid Moukrani, je vais revenir à vous. Il y a une marche, bien sûr, qui a été appelée demain à Paris le 4 octobre par la diaspora algérienne. Elle partira de la République jusqu'à Nation. Et on a vu aussi en Algérie hier plusieurs marches dans plusieurs villes. On va essayer juste de voir donc cette vidéo qui montre la mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui dans la ville de Kharrata et je vais revenir à vous. Donc, vous venez de voir donc, la mobilisation des Algériens à Kharrata, qui était impressionnante, cette mobilisation, après donc, la sortie hier des Algériens dans plusieurs villes, donc vendredi 85, qui correspond donc à vendredi 85, depuis le début de la révolution 2019. Je vais revenir à vous, donc, Rachid Moukrani. Est-ce que vous pensez que le retour du Hirak est imminent? De Hirak, ou je préfère quand même préciser encore une fois, ce qu'on a appelé le Hirak, c'était des manifestations dans les 48 wilayas. Là, c'est toujours quand même, c'est toujours prometteur, c'est toujours rassurant de voir une société mobilisée, donc de voir des citoyennes et des citoyens qui luttent encore pour un idéal citoyen, pour des revendications qui sont tout à fait légitimes et qu'on n'en a pas encore aujourd'hui devant nous. Donc, on n'a pas encore vu toutes les revendications du Hirak, justement, du 22 février 2019 concrétisées. Maintenant, pour la marche de Kharrata hier, c'était grandiose quand même. C'était beaucoup d'effervescence, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'aspiration. Ça, on le voit, beaucoup d'émotions même parfois. Demain aussi à Paris, donc il y a une marche de République à Nation et c'est 4 octobre, donc c'est en même temps la commémoration aussi de 4 octobre 88 pour que nul n'oublie. Donc tout ça en fait, c'est l'esprit de Hirak, si on se permet de le dire, parce que il peut y avoir des manifestations un peu partout en Algérie et à l'extérieur de l'Algérie aussi, au sein de la communauté algérienne, donc des manifestations qui ne sont pas peut-être coordonnées pour qu'elles soient à la même heure, à la même journée, comme le Hirak justement, mais ça reste quand même, ça maintient la flamme allumée, bien sûr, et on est toujours là. Et comme on dit, il n'y a que la lutte qui paye. Et puis ça, je pense qu'on en a compris aujourd'hui. Il faut maintenant, ça relève de la responsabilité des politiques d'accompagner cette énergie qui est dans la rue, justement, pour en produire les leviers politiques nécessaires pour parvenir à ces aspirations légitimes. Très bien. Je vais revenir à Abbas Hamadan. Abbas Hamadan, est-ce que vous pensez que le retour du Hirak est imminent? Et je vais dire à Rachid Moukrani que la marche qu'on a vue de Kharrata, elle était aujourd'hui. Donc la marche était aujourd'hui, très impressionnante marche à Kharrata. Abbas Hamadan. Oui, rapidement, je reviens sur 2 points. Sur la visite du secrétaire d'État américain. Effectivement, je suis d'accord, elle ne peut pas revêtir un caractère strictement technique. Elle rentre dans la politique étrangère américaine qui repose sur un panachage de 4 dimensions: diplomatique, économique, militaire
et le renseignement, le contre-espionnage. Ce sont 4 dimensions qui travaillent ensemble et tout. Donc la visite militaire n'est pas isolée de la stratégie globale américaine. De ce fait, elle ne peut pas revêtir un caractère purement technique. Le deuxième point, c'est par rapport à la révélation, la sortie de Madame Louisa Hadnoun, qui est extrêmement grave. Pour moi, normalement, ça devrait déclencher un véritable, dans un pays normal, dans un pays démocratique, devrait déclencher un véritable séisme médiatique. Un pays qui donne des injonctions, comme les Émirats, qui donnent des injonctions à l'Algérie pour interdire le port du drapeau de l'emblème Amazigh, c'est extrêmement grave. Mais il faut juste revenir sur comment on est arrivé à cette situation. Qu'un micro-pays comme les Émirats dicte ou fait des injonctions à un pays comme l'Algérie. C'est toujours le mécanisme de la corruption qui est à la base. Parce que les Émirats jouent un rôle vis-à-vis du pouvoir algérien, un rôle d'intermédiation. C'est-à-dire que l'Algérie, si elle veut acheter à l'Allemagne, elle passe par les Émirats. Pourquoi elle passe par les Émirats? Parce que avec les Allemands, les commissions, les rétrocommissions, c'est un peu compliqué parce que les Allemands, ils sont très stricts au niveau des affaires et tout. Donc, l'Allemagne, elle vend aux Émirats et nous, on achète les Émirats comme ça, on s'arrange, on prend 10% sur la transaction. Et du coup, les Émirats se font des dossiers sur le pouvoir algérien, qui détournent de l'argent chez eux, qui détiennent des comptes et tout, et ça leur donne une position supérieure, une position où ils peuvent faire du chantage. C'est pour ça que le pouvoir algérien a ouvert les portes du désert pour exterminer les animaux du désert. Voilà. Donc, on revient toujours à la base. Quand vous avez un pouvoir qui est corrompu, voilà où est-ce que ça peut mener. Ça peut mener vers des situations de subordination à des micro-pays. Je vais essayer de répondre à ta question. Pour moi, le Hirak, il ne s'est pas arrêté. Il a été suspendu par la crise sanitaire du Covid-19. Les Algériens, le peuple algérien a eu la sagesse d'arrêter les marches. Et voilà, donc c'est pas arrêté, mais une suspension. Une suspension. Donc, est-ce que vous pensez que la reprise est imminente? Ça, on va voir. Vous savez, l'histoire des pays, l'histoire des peuples, c'est des dynamiques. Donc là, il y a une nouvelle dynamique à laquelle on assiste ces derniers temps. On peut pas dire est-ce que ça va prendre rapidement. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que le mur de la peur est tombé depuis le 22 février 2019. Le peuple algérien est sorti de sa léthargie, sorti de son sommeil profond. Il est décidé à reconquérir sa souveraineté populaire confisquée depuis 1962. C'est un mouvement irréversible. C'est une dynamique qui prendra peut-être quelques semaines, pour revenir aux manifestations qu'on a vues durant des mois et des mois, parce que ce qui retenait jusque-là, c'était le mur psychologique de la peur, et ce mur-là, il est tombé. Mais quand vous voyez le régime Abbas Hamadan qui est en train d'appliquer sa feuille de route, malgré donc l'opposition de la majorité du peuple par rapport à cette feuille de route, et quand je parle de feuille de route, bien sûr, il y a ce référendum de la Constitution, de la nouvelle Constitution, et pour lui, donc, c'est un départ de la nouvelle Algérie, ce qu'il appelle la nouvelle Algérie. Est-ce que vous pensez que les Algériens vont se lancer à notre défi après donc le 12-12? On parle donc de la date symbolique du 1er novembre. C'est hallucinant, cette manie chez le pouvoir à utiliser les dates symboliques
de la lutte pour la libération du pays, le 1er novembre, le 5 juillet, pour les détourner justement et les utiliser contre le peuple algérien. Le 1er novembre, c'est une date symbolique, une date symbole du peuple algérien qui s'est levé pour reconquérir sa liberté et ses droits, et qu'on utilise cette date-là justement pour faire passer leur tchouk-tchouka constitutionnel qui est et maintenir un pouvoir contre le peuple. Voilà. Donc c'est une manie qui existe chez lui d'inscrire toute sa politique répressive dans la filiation du mouvement national, etc. Ils ne sont pas dignes pour s'approprier justement ces dates-là et cette mémoire-là. Et d'ailleurs, c'est une préoccupation et c'était une place importante dans la reconquête de la mémoire, de toute cette mémoire-là. On l'a vu dans les manifestations, toutes les figures symboles de la lutte du peuple algérien pour sa liberté. On a vu les portraits de Balamdan, d'Eit Ahmed, de l'Arbi Ben Mehdi, du colonel Amirouche, du colonel Lotfi, tout. Ils occupaient toutes les manifestations. C'est une façon de dire, par le peuple, de dire au pouvoir, rendez-nous notre mémoire, rendez-nous notre histoire. Vous êtes indignes de la porter à cause de la politique répressive que vous menez contre le peuple et le pays. Très bien. Ramadan Youssef Ta'zib, je vais revenir à vous. Ramadan Youssef Ta'zib, est-ce que vous pensez que la reprise de Hirak est imminente? Abbas Hamadan, bien sûr, a précisé que le Hirak ne s'est jamais arrêté. Il y a eu une suspension. Oui. Et demain, bien sûr, on annonce une marche qui est très importante, on me dit, à Paris, de la République à Nation. Aujourd'hui, à Kharata, une marche impressionnante. Est-ce que la reprise de Hirak est là? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même parler d'un détenu qui est lié directement à la question que nous avons abordée auparavant sur les Émirats. Voilà donc ce détenu de Boumadès qui est un lieutenant de la marine marchande algérienne qui a dénoncé justement le partenariat entre les Émiratis dans le port d'Alger, qui est le premier port d'Algérie, et qui a été cédé à 50% au temps du Premier ministre Ouihia. Donc ce lieutenant de la marine marchande a dénoncé ce partenariat dont l'Algérie n'avait aucun intérêt. Il a été jeté en prison avant les élections du 12 décembre. Il a passé 5 mois. Et après les élections, il a dénoncé l'article de la Constitution qui prévoit justement la sortie de l'armée hors des frontières. Il a été repris une deuxième fois. Il va entamer une grève de la faim à partir de demain. Il est à la prison du Tidjiladine dans la wilaya de Boumadès. Je voudrais renouveler le soutien du Parti travailleur à ce patriote. C'est-à-dire que des patriotes comme ce jeune lieutenant est jeté en prison parce qu'il aime son pays, parce qu'il veut préserver la souveraineté économique et la souveraineté nationale du pays. Maintenant, pour revenir à la question, à votre question, je pense que le processus révolutionnaire, c'est un processus, donc il y a des reculs, il y a parfois des arrêts, il y a des avancées, des reculs, mais il ne s'est jamais arrêté. Je ne suis pas d'accord avec M. Abbas, avec qui je partage beaucoup de choses qu'il a développées. Le peuple algérien n'était pas dans un sommeil profond. Bien au contraire, il a continué à se battre depuis 62 pour sa souveraineté populaire, malgré le régime antidémocratique qui a été mis en place, le système de parti unique. Il y a eu avril 80, octobre 88, à Constantine au milieu des années 80. Il y a eu le combat pour la paix. Il y a eu le rejet de toutes les élections qui ont été organisées. Il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations dans les 48 wilayas du pays, de manière parcellaire, c'est vrai, et qui ont culminé tout ce rejet, toutes les frustrations, toutes les atteintes aux droits fondamentaux, ont fait que le 5e mandat du président Déchu a été la goutte qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, s'il y a ce qu'on est en train de constater, c'est Nassar,
c'est que s'il y a une deuxième vague, si on peut appeler ça une deuxième vague de la révolution du 28 février, elle sera sur les questions sociales et économiques. Nous avons vu il y a une semaine une grève générale qui a paralysé toute la wilaya de Béjaïa en relation avec le droit à l'emploi, contre les licenciements, pour la préservation des entreprises publiques et privées, etc. Et qu'aujourd'hui, dans tout le pays, dans les fins fonds de notre pays, il y a des manifestations pour l'eau, pour l'emploi. Hier même. Mais tout ça, Youssef Ta'zib, c'est lié à la politique aussi. Pardon? Mais tout ce que vous dites, c'est lié à la politique. Justement, c'est lié à la politique. Tout le monde sait pourquoi les Algériens, après le départ de Bouteflika, ils n'ont pas arrêté leur mouvement. Parce qu'ils savent que ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'un système antidémocratique basé sur le despotisme, sur l'oppression, sur le pillage. C'est un pouvoir qui a été à un certain moment entre les mains des oligarques. C'est pour ça que les Algériens ont compris qu'il ne peut pas y avoir de changement réel et radical tant que ce système est là. Mais en attendant, il faut bien qu'ils se battent pour des droits élémentaires comme celui de l'emploi, des salaires. Nous sommes quand même devant une situation inédite, peut-être dans le monde entier. L'Algérie, qui est un pays si vaste, un pays si riche, le gouvernement n'arrive pas à fixer la tête de la rentrée scolaire. Un pays qui est mis en stand-by, qui est bloqué pour faire passer l'agenda de pouvoir en place. Donc, c'est sûr que les Algériens n'ont pas d'autre choix que de continuer leur combat parce que les objectifs de la révolution du 22 février n'ont pas été atteints. Le système très bien. Restez avec nous, Ramadan Youssef Ta'zib, il ne me reste pas beaucoup de temps. Karim Kbir, est-ce que les Algériens n'ont pas d'autre choix que de continuer donc leur révolution? Karim Kbir, on a perdu Karim Kbir. Rachid Moukarani, à vous la question. Pardon, excusez-moi, Nasser. Je disais, est-ce que les Algériens n'ont pas d'autre choix que de continuer leur révolution, leur hirak? Et on a parlé bien sûr de cette mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui à Kharrata et hier dans plusieurs villes. Oui, très bien. D'abord, par rapport à la vidéo, donc j'ai suivi la vidéo, il m'a semblé que je l'ai vue hier. Bon, j'ai vu tellement beaucoup de vidéos. Hier aussi, à l'occasion, il y a aussi une mobilisation à Bjaïa, en certaines villes aussi. Donc, j'en ai visionné quelques vidéos. Donc, certainement, la mobilisation, elle continuera parce que ça devient un besoin vital aujourd'hui que le peuple reste revendiquant ses droits et ses aspirations qui sont légitimes. Certainement, ça va continuer cette mobilisation. Peut-être on n'en verra pas une même configuration telle que celle qu'on a vue le 22 février, comme a dit notre ami tout à l'heure. Donc, ça sera plutôt de coloration sociale, de coloration économique, mais le fond est toujours le même parce que la solution par rapport à la crise économique et à la crise sociale, on ne peut pas la détacher de la crise politique, donc parce que tout est intimement lié. Donc, à un moment donné, ça va converger vers une solution dans le cadre d'une vision globale et c'est là qu'on en verra les prémices d'un vrai changement. Les solutions de la part de qui, Rachid Moukarani? Est-ce que vous pensez que le régime tendra la main au Hirak et essaiera bien sûr de donner réponse donc, aux revendications du peuple algérien? Écoutez, si on suit un petit peu l'évolution des événements et le cours des choses depuis quelques mois, on peut observer qu'à chaque fois que les voix qui s'élèvent du Hirak s'entendent, donc et qui convergent un petit peu vers le dialogue, vers plus de sérénité, on voit que le régime tend l'oreille pour écouter, pour voir. Et à chaque fois qu'il y a plus de radicalité qui émerge de Hirak, donc plus en quelque sorte aussi de nihilisme, on voit que le pouvoir serre la main et à ce moment-là, il ferme toutes les portes.
à mon avis, c'est pour ça que il faudra peut-être que chacun en fasse des concessions à son niveau pour parvenir à quelque chose de collectif et de consensuel. Abbas Hamadan, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Rachid Moukarani très rapidement? Il me reste une petite minute. Je vais d'abord répondre à notre ami Tazit. J'ai utilisé effectivement le sommeil profond. Ça ne veut pas dire que le peuple était totalement, endormi et pas réactif et tout. Il y a eu toutes les luttes, les luttes syndicales, des étudiants, les médecins, des petits villages, des petites villes pour la question de logement, pour l'électricité, pour l'eau. Il y a eu la Kabylie qui en dissidence depuis 1963. Donc il y a eu tout cela. Mais quand je parlais de sommeil profond, effectivement, c'est un mot fort, mais pour dire face aux catastrophes, aux politiques catastrophiques du pouvoir, la réponse du peuple algérien n'était pas à la hauteur. Sinon, comment laisser quelqu'un qui était une momie à l'état de momie gouverner un pays pendant, il a fait 4 mandats. Donc c'est par rapport à ça. Autrement, bien sûr, je salue toutes les luttes menées par les syndicats, étudiants, travailleurs, par les médecins, toutes les corporations, des villages pour les problèmes sociaux, etc. Et le 22 février, justement, il a été la confluence de toutes ces, il a préparé le terrain à toutes ces luttes-là. Alors la question c'était, la question par rapport à ce qu'il disait Rachid Moukarani, qu'il fallait apaiser et que le régime est en train d'écouter. Est-ce que vous pensez que le régime est dans cette logique ou bien au contraire? Malheureusement non. Il y a eu des voix sages, de sagesse, à commencer par Aït Ahmed pendant des années et des années, qui tendaient la main, qui appelaient le pouvoir à la sagesse, à se mettre autour d'une table pour trouver une solution politique. Et puis il y a eu d'autres personnalités sages, connus, qui ont à chaque fois font appel au pouvoir. Et sa réponse, elle est toujours la même. On ne lâche pas. Et quand vous voyez pendant plus d'1 an les manifestations qui ont émerveillé le monde, manifestations pacifiques, c'est quoi leur revendication? Il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas de slogan revanchard qui prévoyait, de la guillotine aux gens du pouvoir. On tend la main, on essaye de trouver une solution politique, mais c'est le pouvoir qui refuse toute solution politique. Il a tourné le dos au peuple. Aujourd'hui, le peuple lui tourne le dos, effectivement. La solution, aujourd'hui, c'est quoi? C'est, comme dans tous les régimes dictatoriaux, despotiques, il faut mettre en place une transition démocratique. Se mettre autour de la table et organiser une transition démocratique. Que l'armée se retire du processus politique. Et que, voilà, après les solutions, vous savez, on a devant nous des expériences dans le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Afrique du Sud et tout, des expériences des pays qui sont passés justement par cette transition. On peut s'en inspirer, on peut innover, etc. Les solutions, elles existent à condition que l'armée qu'il y ait une vraie volonté de changement du processus politique. Très bien, merci à vous, Abbas Hamadan. On est arrivé, on s'excuse, on est arrivé donc à la fin de cette émission. Abbas Hamadan, ancien conseiller d'Aït Ahmed, qui était avec nous. Merci à vous, merci à Ramadan Youssef Ta'zib, cadre du PT, qui était avec nous aussi, Rachid Moukarani, militant politique, Karim Kbir, qui est avec nous aussi, journaliste. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Belkacem Naït Salah, avocat militant des droits de l'homme. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.